Bien, on va reprendre notre travail par une nouvelle table ronde organisée par la section psychanalyse en psychiatrie de la WPA. Alors, c'est une section qui existe depuis pratiquement 20 ans, depuis 2002, qui a été créée par Daniel Kipman, il y a bien longtemps. Vous le connaissez? C'est une section donc de psychanalyse en psychiatrie et c'est vrai que la nécessité de créer une section comme cela, ce qui n'a pas dû être une mince affaire à l'époque, paraissait vraiment importante quand on voit ce que devenait à ce moment-là la WPA, l'Association mondiale de psychiatrie, qui était quand même dans une période très industrielle, très anglo-saxonne, enfin, etc. Donc plusieurs présidents se sont succédés. Il y a notamment ici Michel Bodbol, qui a été aussi président de cette association, qui est avec nous, et qui est maintenant secrétaire aux publications, c'est-à-dire un peu l'Olympe de la WPA. Et bon, à ce moment, c'est moi qui préside encore pour quelques années, peu d'années. Cette association, alors ce qui est important, c'est que nous, en France, nous avons une conception très développée de la psychanalyse, avec de nombreuses associations de psychanalyse, à côté des associations de psychiatres, parfois mélangées, évidemment. À l'étranger, dans la plupart des pays, il faut voir qu'il y a en effet la psychanalyse qui n'est pas représentée partout, mais pratiquement partout. Et le concept, par contre, de psychiatrie psychodynamique est très prépondérant. Très souvent, sous ce terme de psychiatrie psychodynamique, on parle en fait de la psychiatrie qui est influencée par la psychopathologie et la psychanalyse. Voilà, donc évidemment, on travaille avec d'autres associations mondiales, évidemment, c'est mondial. Notamment, il y a une association mondiale de psychiatrie psychodynamique qui est très importante et très puissante dans le monde, dans les congrès, avec laquelle on travaille souvent. Il y a aussi l'Académie de psychanalyse et de psychiatrie psychodynamique américaine. Vous voyez, par exemple, les Américains lient tout de suite la psychanalyse avec la psychiatrie psychodynamique. Il y a aussi la Fédération internationale de psychothérapie, vous voyez. Psychothérapie, c'est autre chose, mais bon. Et bien sûr, aussi, on travaille avec Alpha Psy, la grande association internationale de psychiatrie francophone, mais où la psychanalyse a une place importante. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous 3 intervenants, avec moi, ce sera 4. Que je vous présente rapidement, mais qui sont des gens que vous connaissez déjà. Bon, d'abord, je vous présente Jean-Pierre Lebrun, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de présenter Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, psychanalyste, ancien président de l'ALI, maintenant tu es vice-président, vice-président qui a écrit un nombre de livres vraiment incalculables. Tout le monde connaît sa pensée et vraiment c'est très important le travail qu'il fait depuis des années sur la question sociale en psychiatrie et en psychanalyse est très important. Nous avons aussi la chance d'avoir à mes côtés Hachem Thial, Hachem Thial qui est psychiatre, psychanalyste au Maroc, à Casablanca, et qui a fondé la première clinique psychiatrique non seulement du Maghreb, mais je crois du continent africain, rien que ça, rien que ça. Voilà, et qui, bien sûr, travaille pour, comment dire, faire progresser la psychanalyse dans son pays, ce qui est aussi pas une mince affaire, et qui participe aussi à beaucoup d'autres activités, notamment dans des associations avec des patients, des familles. Il s'occupe aussi beaucoup du syndicat des psychiatres privés,
enfin voilà, quelqu'un qui, comment dire, qui fait beaucoup pour la psychanalyse et aussi pour le Maroc, hein, et pour le travail psychiatrique au Maroc. Hein. Et enfin, nous avons Joël Birman, Joël Birman qui est brésilien, qui est professeur émérite de psychopathologie clinique et de psychanalyse à Rio, c'est-à-dire qu'il doit actuellement peut-être se réveiller, hein, et j'espère qu'il sera réveillé pour qu'on puisse parler avec lui par Zoom, évidemment. Hein. Il est déjà connecté. Il est déjà... Bon, alors... Donc c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Bon, je vais rapidement parler de cette clinique de la désincarnation, qui est un sujet un peu épineux sur pas mal de points de vue. Je ne sais pas si cette clinique aura un avenir, on va voir, peut-être, hein, je ne sais pas, nous verrons. Alors, comme vous le savez, les nouvelles normes qu'impose la révolution hein, libérale, vers une démocratie égalitaire, libertaire, sans limite, hein, nous invite à ce que l'on appelle, vous le savez maintenant, une sérieuse déconstruction. Ça, on va déconstruire. Parce qu'en effet, il s'agit de ne plus avoir à penser les frontières de ce que nous sommes et des choix que nous faisons. En fait, il faudrait en finir un peu avec le réel, du moins son articulation avec l'imaginaire et le symbolique. Le langage seul suffira à créer la réalité que l'on souhaite. Avant, il fallait appeler un chat un chat. Ben maintenant, il faut appeler un chat un chien. Je dis ça parce que je prends un exemple de cette clinique de la désincarnation. La théorie du genre, par exemple, est en train, dont vous connaissez l'expansion, fait partie de cette mouvance de la désincarnation, hein, puisqu'il s'agit de se dire simplement homme, ou se dire femme, ou se dire trans, pour les questions de transidentité, qui sont des questions importantes. Hein, et cela suffit, inutile de démontrer. Hein, voilà. Donc la désincarnation, comme mode de subjectivation paradoxale, est une des espèces de cette, comment dire, de cette volonté moderne, hein, de se libérer des contraintes de son histoire, de sa filiation, de sa mémoire, de son destin sexué, et de jouir de ce qui est vraiment le plus important en ce moment, l'autonomie. Vous connaissez tous ce terme, l'autonomie du malade, l'autonomie du patient. Hein. Et d'ailleurs, Lacan, puisqu'on fait souvent référence à lui, dans les années 56, avait déjà dit que l'autonomie était un délire. Hein, un délire. Hein, mais pas une sorte de délire. Pas comme un délire, mais un délire. Hein. Et il avait précisé tout à fait que c'était un délire de non-filiation, hein, un délire où le sujet serait père de lui-même. Hein. Et comme parfois on l'entend chez certains patients, même acteur de sa propre scène primitive. Non pas spectateur, mais acteur. C'est quand même parfois un peu difficile et un peu incestuel. Hein. D'ailleurs, vous savez que cette autonomie, hein, elle est au fondement de toutes les réflexions éthiques, hein, et notamment du Comité national d'éthique. Je passe là-dessus, mais c'est intéressant de voir que c'est à partir d'une position délirante qu'ensuite on prend des positions éthiques sur les lois de bioéthique, enfin, etc. Alors, sur la procréation militaire. Alors, vous savez que tout ça, bien sûr, se croise avec des discours politiques, des discours militants, dans lesquels, évidemment, je ne vais pas rentrer. Sinon... Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, hein? Vous savez que Jean-Pierre Lebrun a largement démontré ça, donc je vais aller rapidement. L'abandon de la solution paternelle, hein, vous pouvez déconstruire en disant l'abandon de la domination masculine, notre façon de... Hein, qui rend les difficultés de séparation mère-enfant plus importantes. Hein,
les difficultés à transmettre la fonction symbolique. C'est souvent maintenant les femmes qui assument cette tâche-là. Elles le faisaient déjà avant, mais elles assument cela, et souvent sans aide, ce qui est quand même encore plus difficile. Et ce qui s'ensuit, c'est souvent une difficulté d'entrer dans l'hétérosexualité. Il y a une sorte d'imaginaire très indifférencié, un peu hors du temps. Vous connaissez le présentisme des patients, maintenant, tout de suite, immédiatement. Ça donne des sujets qui remplissent beaucoup les établissements hospitaliers, cliniques, des sujets qui sont un peu déracinés, qui sont désaffiliés et parfois désincarnés, comme je vais vous le montrer. Et bien sûr, vous connaissez les réarrangements familiaux, décomposition, recomposition, tout cela qui a un impact certain sur la symptomatologie et la pathologie sociale, l'intrication des symptômes sociaux et des symptômes individuels. Et on voit beaucoup de sujets qui sont dans une insécurité subjective importante, avec une sexualité confuse, une incapacité de se représenter dans le monde, de s'incarner, sans une assistance chimique forte. L'assistance chimique, maintenant, c'est quelque chose qui devient dans un établissement. Moi, je me souviens, avant que je quitte la clinique où je travaillais, il y avait à peu près 80 à 90% de gens qui prenaient des drogues ou des médicaments. Et en général, les deux. Ça vous montre, en 30 ans, l'évolution. Alors qu'avant, il y avait un petit service d'addiction où on retrouvait des alcoolodépendants, on retrouvait des toxicomanes à l'héroïne. Voilà, ça se limitait à ça. Mais maintenant, tout cela a été balayé par les addictions modernes. Donc ces sujets, je les appelle sujets du transmonde. Le transmonde, c'est le monde nouveau, c'est le monde transhumain, transculturel, transsexuel, transgenre, etc. Transdisciplinaire, le plus dangereux pour nous. Transdisciplinaire. Transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut que la psychanalyse, bien sûr, communique, participe, discute avec les autres champs du savoir, et notamment la neurologie. Et vous savez que c'est un piège, ce qu'on fait à longueur d'année dans les congrès à l'étranger. Bon. C'est un piège parce que c'est une façon aussi, je pense, de faire disparaître la psychopathologie et notamment le désir très singulier de théorie que propose la psychanalyse et le psychanalyste. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est le travail de la neuropsychanalyse, par exemple, qui est vraiment, quand vous écoutez Mark Solm en Afrique du Sud, ou avec César Alfonso à New York, ou avec Fabien Guénol à Caen, les gens, quand vous discutez avec eux, vous voyez bien que la psychanalyse n'est pas trop c'est pas trop leur problème. Et c'est arrivé qu'il n'y ait plus de rupture épistémologique, que tout ça se tienne. Voyez. Voilà. Donc en fait, concevoir une psychologie, un psychisme séparé de la neurologie devient quelque chose de très difficile. C'est même un impératif catégorique qu'elle ne soit plus séparée. Et donc, la psychanalyse entre beaucoup dans la clandestinité, quoi. Elle se refoule, mais heureusement qu'elle s'est tellement diffusée dans la société qu'il n'y a pas de souci pour l'instant. Alors avant, cette clinique de la désincarnation, elle était réservée à la psychose. Par exemple, les patients maniaques vous disent très bien qu'ils se désincarnent. Quand ils sont dans une activité psychique très forte, ils se désincarnent, ils se cognent contre les murs, ils se font mal, ils ne respectent pas leur corps, etc. Je pourrais citer aussi d'autres exemples, comme une jeune femme qui pense que ses yeux ne lui appartiennent plus et que d'autres personnes voient à travers ses yeux, notamment elle est dans un jeu télévisé et tout le monde voit à travers ses yeux, donc évidemment elle éteint tout chez elle, parce que évidemment si tout le monde
voit à travers ses yeux, on voit son corps quand elle va se doucher. Enfin, donc c'est un univers, bien sûr, délirant, insupportable. Et elle me dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on m'opère. Hein. Vous voyez, bon. Je passe là-dessus. D'ailleurs, ce genre de défense, on n'a pas le temps d'en parler, mais le monde moderne, je pense, va favoriser les défenses autodépréciatives, hein, que l'on trouve dans la psychose et dont l'incarnation fait partie. Hein. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, les modes de désincarnation, mais les addictions, alors là, c'est royal, hein, évidemment, hein, parce que s'extraire de son corps ou se déposséder de son corps, c'est ce que font souvent, d'ailleurs, les patients qui prennent des produits, mais aussi qui sont addicts à l'autre, à leur mère, par exemple, ou à celle qui tient lieu de mère. Hein. Je pense à une patiente, par exemple, qui, après des années de thérapie, comprenait que son corps lui était complètement dépossédé et qu'elle reprenait possession de son corps. Elle me disait, pendant des années, ma mère me donnait tous ses vêtements et je ne mettais que ses vêtements. Je mettais que les vêtements de ma mère. Donc évidemment, elle avait un corps informe, hein, qu'elle a transformé au fil et à mesure de la thérapie. Un autre style de la désincarnation, c'est l'externalisation moderne dans les réseaux sociaux, enfin cette façon, hein, de partir dans les réseaux sociaux, de se désincarner, hein, d'être dans le métavers, comme ça va devenir. Hein. Là aussi, ça va être quelque chose. Hein. Et en fait, ces nouvelles jouissances de se priver de vie privée. Hein. Et on voit arriver des jeunes dans un état vraiment comme s'ils avaient été presque, comment dire, d'une susceptibilité, presque si leur intimité avait été violée, alors qu'ils y participent. Hein, c'est eux qui mettent tout en ligne. Voilà. Donc, à part ça, bon, évidemment, les pathologies traditionnelles, quand même, résistent, hein, malgré l'influence de tout cela. Et il y a une pathologie qui, à mon avis, gagne la partie, entre autres, c'est l'hystérie. Je crois qu'il y a une victoire actuellement dans l'hystérie, parce que l'hystérie a très finement choisi, elle aussi, de se désincarner. Hein. Elle se désincarne dans le social. Hein. Les symptômes hystériques passent dans le social. Hein. Vous connaissez le thème de la victimisation, hein. Les marches blanches, par exemple, les identifications comme cela où l'on voit dès qu'il y a eu un crime, quelque chose d'assez horrible. La pensée par l'identification, propre à l'hystérie. Je suis Charlie, par exemple. Hein. C'est une façon hystérique de penser. Il y a aussi l'hallucination négative, mais je passe, parce que ça serait intéressant aussi, mais je n'ai pas le temps d'en parler. L'hystérie, d'ailleurs, très souvent s'empare de causes justes, mais bien sûr, les renverse, hein, dans des mouvements, d'ailleurs, d'hystérie parfois collective, dont on ne veut presque plus parler, mais pourtant on en voit quelques éléments. On a vu, par exemple, bon, dans le mouvement MeToo, hein, je précise bien, hein, s'empare de causes justes, parce qu'après, sinon, je me fais... Voilà, vous voyez, tout cela, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, donc, tous ces phénomènes-là vont s'amplifier, notamment avec les techniques modernes. Je pense que ça va s'amplifier. Et donc, comment on va faire avec les patients modernes? Parce que les patients modernes, ils ont la liberté de choix, ils choisissent. Hein. Ils choisissent tout. Leur traitement, mais leur diagnostic aussi. Hein. Ils choisissent leur diagnostic, leur traitement, voire leur guérison. Hein. Alors, la doxa moderne, hein, c'est que le psychiatre aussi, il va se désincarner. Ça tombe mal, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer. Hein. Il se désincarne parce que la doxa moderne, c'est la distanciation. Hein. Avant, il y avait une proximité avec le patient. Maintenant, c'est la distanciation. Hein. Alors, vous le savez, très facilement, souvent, on fait des diagnostics. Ensuite, on adresse les patients dans des groupes divers, dans des groupes
d'hypnothérapie, de mindfulness thérapie, enfin, etc. Et le patient est livré comme ça. C'est une façon de parler surtout pour lutter contre la dépendance. C'est une thérapie anti-dépendance. Hein. Et donc, voilà, les patients, ils sont là, ils courent d'un groupe à l'autre, d'un poste à l'autre, ce qui est assez difficile pour eux, évidemment, à supporter. Un pas de plus. Alors, évidemment, ils sont livrés à toutes ces thérapies modernes. Je les appelle les thérapies psychopathétiques. Mais c'est pas bien, il ne faut pas le dire. Hein. C'est même méchant. Hein. Et d'ailleurs, des patients me l'ont dit, ils avaient raison, parce qu'après tout, certains tirent bénéfice, tirent profit de toutes ces thérapies. Hein. Et donc, je reconnais que... mais enfin, j'aimais bien. Enfin, bon, bref. Donc... La désincarnation, on passe à un cran supérieur, la désincarnation du psychiatre dans la virtualisation. Alors ça, par contre, ça va prendre une importance, je pense, qu'on ne soupçonne pas. Hein. La virtualisation dans la relation thérapeutique, c'est la téléprésence. Hein. Les consultations par visioconférence, enfin, etc. Où là, évidemment, le thérapeute n'engage plus son corps. Hein. Là où Françoise Dolto disait que le plus important dans une thérapie, dans une analyse, c'est aussi l'engagement du corps du psychanalyste. Ça va être plus difficile, hein, beaucoup plus difficile. Hein. J'accélère un pas de plus. Déjà, on peut se passer d'inconscient là maintenant, avec cette nouvelle technique. Est-ce qu'on va pouvoir se passer d'insemblable? Bah oui, on va pouvoir, hein. Puisque l'étape ultime, c'est la virtualisation du psychiatre lui-même. Et on a vu déjà à l'étranger, quand on était aux États-Unis, on a vu comment fonctionnaient certains modèles de robots. Et je vous assure que dans 2 ou 3 générations, vous ne ferez pas la différence. Hein. Vous aurez beaucoup de mal, nous aurons beaucoup de mal à faire la différence. Hein. Donc, l'importance... d'abord que de plus en plus la psychanalyse et les soins soient des soins de proximité, la proximité avec le patient, l'incarnation, hein, la présence. Hein. On fait une psychanalyse en présence d'un patient. Hein. Mais tout ça est discutable. Hein. D'ailleurs, certains vous diront qu'après tout, on peut continuer à faire de la Zoom-thérapie, pourquoi pas. D'ailleurs, dans certaines circonstances, il n'y a pas beaucoup de choix. Alors, je termine juste un mot sur... la psychiatrie et la psychanalyse, pour un psychiatre psychanalyste, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Hein. Vous savez, le psychiatre, c'est comme un philosophe. Il énonce dans le concept son rapport théorique avec lui-même. Hein. Donc en général, un psychanalyste, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a d'abord été un malade. Hein, et qui s'est soigné par l'analyse, qui va mieux et qui dit tiens, ça vaudrait le coup de soigner d'autres personnes, que d'autres personnes en profitent. Et je crois que dans le modèle français, vous savez qu'en psychiatrie, il y a 3 dimensions du soin, la dimension médicale, la dimension dite psychothérapeutique et la dimension sociothérapeutique. Je pense que de plus en plus, dans le monde contemporain, le psychiatre qui veut faire de la psychanalyse, qui est psychanalyste, il aura à choisir. Et il aura à mettre en avant une dimension du soin. Hein, et ne pas tout faire. Hein, faire 36 choses à la fois, se mélanger, faire plusieurs thérapies, non. C'est un choix. Hein. Il peut y avoir d'autres psychiatres qui choisissent d'autres modèles, puisque chaque modèle, finalement, comment dire, a une perspective anthropologique. Hein. Le modèle psychanalytique est bien connu, hein. Et je crois que c'est très important de faire ce choix d'emblée, même aux urgences d'ailleurs. Hein. Quand vous êtes aux urgences, que vous prenez la position psychanalytique, c'est d'une efficacité redoutable. Redoutable. Hein. Donc cette incarnation, et évidemment, la psychanalyse évolue, c'est-à-dire que rencontrer les patients, c'est souvent sans leur consentement maintenant. Hein. On les rencontre, on essaie de faire un travail avec eux. Hein. Il y a, comment dire, une sorte de rencontre un peu contingente. Hein. Et le transfert, d'ailleurs, devient presque maintenant
un but avant d'être un moyen. Il faut déjà arriver à accrocher cette relation transférentielle avec un patient. C'est assez difficile. Et de savoir, mais avant, on insistait beaucoup sur les signifiants auxquels le sujet est assujetti. C'est vrai que c'est toujours un travail, mais on a aussi beaucoup à travailler sur le langage entier du patient. Dans quel langage il parle, dans quel langage il est assujetti. Ça aussi, ça devient, parfois, on voit bien que Josiane parlait du style ce matin. Ben voilà, ça c'est vraiment, on est obligé maintenant de venir à ça. Et je crois que cette reformulation, c'est-à-dire ne pas se laisser aller à la fluidité pour tout, et notamment dans le langage. De pouvoir dire, voilà, parfois, un chat est un chat. Ça me paraît très important, et c'est la dimension palliative de la psychanalyse, puisqu'en fait, la psychanalyse, quand vous êtes un psychotique, vous le restez. Quand vous êtes un grand névrosé, vous le restez. Mais vous pouvez trouver une issue, grâce à la psychanalyse, une issue en reformulant votre existence, en trouvant d'autres voies possibles pour aller mieux. Et dans le travail sur l'interdisciplinarité, je pense que la seule qui pour moi est intéressante, mais c'est un avis très personnel que je ne demande pas de partager, c'est le travail, la proximité du travail avec la littérature. Je crois que c'est dans la littérature que, à mon avis, pour moi, je vois le plus de proximité avec le travail d'analyse, parce que comme dans la littérature, le psychanalyste, finalement, comme l'écrivain, c'est celui qui accepte de se laisser placer dans les lieux avec lesquels le patient ou le héros du roman dialogue, mais dialogue en tant que sujet, et non pas en tant que semblant. Voilà, je vous remercie. On va passer. Je ne sais pas si on a... Donc, peut-être que vous avez des questions avant qu'on puisse... Oui ? Merci pour la qualité de votre intervention déjà. Est-ce que vous pourrez, 2 micro-questions, est-ce que vous pourrez reprendre la question de la psychanalyse qui est redoutable aux urgences? Ça m'intéresse beaucoup puisque j'exerce aux urgences aussi en tant que psychiatre. Et ensuite, au sujet de la désincarnation et de la distanciation, est-ce que dans votre expérience, vous avez rencontré dans la période récente, 2 ans ou 3 ou 4, pas forcément pandémie, des passages à l'acte autolytique pour des patients pris en charge par vous? Pour vous dire qu'ils sont soignés par... C'est ça. Est-ce qu'il y a plus de passages à l'acte autolytique dans cette dernière période? Oui. Oui, parce que peut-être que Joël Birman en parlera, parce qu'au Brésil, où Mario connaît très bien ça, ils ont eu... il y a eu beaucoup de psychanalystes, Mario me racontait ça, il y a eu beaucoup de psychanalystes, je parle sous ton contrôle, qui se sont engagés pendant le Covid, ils ont engagé leur corps, ils sont allés dans les hôpitaux pour soutenir les médecins qui étaient complètement débordés. Ils ont pris des risques importants. Donc pour eux, vous voyez, la présence était très importante. Et souvent, les patients, dans des situations très difficiles, la virtualisation de la relation, dans la télépsychothérapie, les patients ils se sentent parfois abandonnés, quoi. Ils se disent, mais bon, la présence, c'est quand même très important. Donc oui, bien sûr, j'ai vu ce genre de passage à l'acte. Oui. Je peux poser une question. Je vais peut-être poser une question parce que j'ai été... Merci d'abord pour ce que tu as pu dire, pour la manière avec laquelle tu as pu nous interpeller à bien des titres. Moi, j'ai une petite question sur ce que tu as dit sur le choix de la position dans laquelle tu as été un petit peu catégorique, disant il faut absolument choisir. Et je me demande à quel point est-ce qu'on peut réellement choisir quand on est dans la psychanalyse et qu'on a pu être baigné dans d'autres approches et qu'on est soi-même. Je pense que, disons, c'est ma position personnelle, je pense que aussi imprégné de psychanalyse qu'on puisse l'être, aussi imprégné d'autres choses, il y a aussi notre pratique et l'expérience dans laquelle on est dans notre pratique qui fait que d'une certaine manière, on intègre la psychanalyse à ce que nous avons appris par ailleurs et à ce que nous sommes
Et quelque part, c'est difficile d'être dans une position tranchée, me semble-t-il, dans laquelle il y a une position du psychanalyste. Je crois qu'il y a la position du psychanalyste, mais imprégnée beaucoup de ce que nous sommes et de notre expérience. Donc justement, je voulais revenir sur cette histoire de position tranchée. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me semble difficile d'être aussi tranché que cela quand on a quelques années, des décennies d'expérience et qu'on a expérimenté beaucoup d'approches. Voilà. Oui, alors je m'explique. C'est un sujet de désaccord très ancien avec. Quand je dis qu'il faut privilégier une dimension du soin, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres. Ça veut dire qu'il faut privilégier une dimension du soin. Hein? Si d'entrée, hein, vous commencez à donner un traitement, faire, enfin, je résume, mais je caricature, hein, donner un traitement, faire un arrêt de travail, etc. Si vous rentrez dans ces trois dimensions, la position psychanalytique, elle va être difficile à tenir. Parce que le patient, justement, ce qu'il veut, c'est que vous ne le soyez pas psychanalyste. Hein, que vous soyez médecin, enfin, tout ce que vous voudrez. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est que vous puissiez le détourner de son envie de se soigner. Hein. Hein, enfin, la destructivité du patient, elle est là. Hein. Et donc on a toujours, comment dire, à apprécier la volonté de se soigner d'un patient. Hein. Et elle n'est pas donnée. Hein. Et d'ailleurs, ceux qui entrent dans un travail thérapeutique, c'est là où vous mesurez leur volonté de se soigner, ou plutôt de se soigner eux-mêmes et de ne pas laisser à d'autres se soigner. Alors, bien évidemment, quand on est dans une institution, et quand on soigne des psychotiques notamment, évidemment qu'on donne des médicaments. Je dirais c'est la castration à l'envers. On ne peut pas ne pas en donner. Hein, chez des patients lourdement psychosés, évidemment. Hein, mais je crois qu'à ce moment-là, dans les institutions, c'est très important de pouvoir aussi conférer tout cela à d'autres, hein, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants, et c'est grâce à ça aussi. Mais ensuite, dans le travail libéral et dans le travail... oui, dans la psychiatrie libérale, je pense que la position psychanalytique doit être une position unique. Elle n'est pas facile à tenir. Et d'ailleurs, c'est une position qui vous déconsidère en psychiatrie. Hein, puisque justement, vous ne remplissez pas toutes les fonctions. Hein, hein, et même par les confrères, hein, mais parfois qui vous disent, bah, attendez, hein, vous voyez. Et donc, il faut accepter cela, je crois, cette déconsidération, parce que à l'expérience, à la longue, après, à la fin, c'est ça qui va quand même gagner. C'est si vous avez pu faire entrer un patient dans une thérapie, quand c'est possible, ça n'est pas toujours, hein, mais quand c'est possible, vous savez que c'est là qu'il y a une issue. Et dans le monde moderne, où les patients connaissent pratiquement aussi bien les médicaments, hein, les médicaments et pas que les médicaments, que vous, c'est souvent par le langage, hein, par la psychanalyse, par le cadre que vous allez instaurer, qu'un patient peut évoluer. Mais je reconnais que, je veux dire, la position en institution demande des aménagements, évidemment. Hein, parce que, voilà. Oui. Tu disais tout à l'heure que on observe de plus en plus de gens qui se privent de leur vie privée. Et dans mon exercice de psychanalyste, depuis 1 an ou 2, j'entends des choses que j'entendais jamais précédemment, c'est-à-dire que j'apprends que les jeunes se racontent leur rapport sexuel et les détails. Ils se les racontent comme un bon moment ou un mauvais moment, mais croustillant, comme si la question de l'intime ne se posait plus. Hein. Je veux dire, précédemment, peut-être que des gens, évidemment, pouvaient se les raconter, mais en sachant qu'ils étaient en train de franchir la frontière de l'intime. Ils le savaient. Et là, quand je leur fais la remarque, j'entends que pour eux, la question ne se pose pas. Elle ne se pose plus. Oui, non, mais voilà, c'est la question des frontières. Hein. Juste, ça, tu as un peu répondu, mais il n'y a pas seulement en institution, mais il y a aussi, par exemple, avec les enfants ou les adolescents, où là, si tu aménages pas, ce que tu as dit par rapport à la question du langage à trouver, tout est là. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu puisses entendre quelle est la façon dont il a, le patient, d'exprimer et de dire quelque chose de lui-même. Bien sûr. D'ailleurs, à ce propos, c'est souvent d'ailleurs grâce à la relation transférentielle
que l'utilité d'un traitement pour le patient se fait comprendre. Hein? Par exemple. Hein? Bon, écoutez, on va essayer de, à moins que, hein, pour qu'on puisse respecter le temps, je vais passer la parole à Jean-Pierre Lebrun, hein, qui va nous parler de L'ère du refus. L'ère du refus. Je vais surtout vous parler d'un livre qui est terminé et qui va sortir. Mais bon, il faudra encore un peu de temps. Je vais vous en parler, je vais vous donner le fil. Merci de toute façon de me faire cette proposition, de vous en parler. Petit détail que je n'ai pas voulu réagir, mais je vous conseille vivement à ceux qui s'intéressent à un livre qui s'appelle de Bernard Delguste, La psychanalyse, un psychanalyste à la salle d'urgence. C'est vraiment intéressant comme livre, hein, tout à fait. Il vient de sortir chez RS là, il y a quelques mois, et c'est vraiment passionnant, c'est sans jargon du tout. C'est vraiment très bien expliqué, je trouve, la position. Bon, je reviens à ce que je dois dire moi. Alors, écoutez, on ne va pas reprendre la mutation sociétale dans laquelle nous sommes pris, simplement un ou deux mots. Il est évident que nous sommes dans un passage où la société avant prévalait sur l'individu, à un passage où l'individu prévaut sur la société. Hein, on inverse. Bon, ça c'est clair. J'aime bien la formule d'Olivier Rey qui dit « Autrefois, le « je » était le singulier du « nous ». Aujourd'hui, le « nous » est le pluriel du « je ». Voilà, ça dit bien les choses. Hein, on voit bien la bascule qui a opéré. Alors cette bascule, pour moi, elle a d'emblée, elle pose l'effacement quasi de 3 lois qui nous inscrivent. C'est l'autorité, l'altérité et l'antériorité. Dans cette bascule, vous ne savez plus où est l'autorité, vous ne savez plus où est l'altérité, et vous ne savez plus où est l'antériorité. Et cette bascule n'est pas sans rapport avec quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité, appelez-le comme vous voulez, mais c'est comme ça, c'est qu'il y a à peine un demi-siècle, un peu moins d'un demi-siècle, qu'on est capable de faire un enfant sans en passer par une relation sexuelle. Ça va avoir des effets gigantesques. Dans un certain temps, ça me mettra le temps, mais c'est comme ça. Et puisque je vous parle d'une presque un demi-siècle, je crois que depuis les années 80, nous en sommes donc déjà à la 3e génération, en quelque sorte, de gens qui ont été modelés en profondeur par ce changement. Je soutiens donc, première thèse, c'est que nous voyons les conséquences psychiques de tout cela à l'œuvre aujourd'hui, et que ça engage la responsabilité, à mon avis, des psychiatres, pour essayer de montrer à quel point nous sommes engagés dans ce processus au niveau de la construction subjective d'un chacun. Conséquences psychiques de tout cela, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Alors j'ai repris toute une série d'éléments, de symptômes aujourd'hui, que vous pouvez tout à fait lire avec cette perspective-là. C'est ce que j'ai essayé de faire, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Au niveau individuel, pourquoi? Mais parce qu'évidemment, le fait que nous ayons la constitution de cette société des individus, elle donne à penser que le tout n'est plus différent que la somme des parties. Il n'y aurait plus un espace qui est... Vous savez bien que la théorie des ensembles dit bien qu'il y a l'ensemble de ceux qui ne font pas ensemble. Bon, donc, le tout est toujours différent de la somme des parties. Il y a un plus, là, quelque part. Eh bien, aujourd'hui, avec cette conception de la société des individus, c'est un petit peu comme... C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, la société qui se veut inclusive, hein, où il n'y aurait plus d'altérité à la propre société elle-même. Ce ne serait plus que nous. Ça a des conséquences gigantesques de penser les choses comme ça. Ça a des conséquences gigantesques, et ça, parce que ça donne, du coup, la fin de la légitimité à toute place de surplomb. Il n'y a plus moyen. Et d'ailleurs, le collectif aujourd'hui, ce n'est pas à vous en France que je dois le dire, en Belgique non plus, mais vous particulièrement, j'ai mes raisons de penser ça, c'est que vous êtes encore très dans un modèle beaucoup plus hiérarchique que le belge que je suis, et dans ce modèle-là, bien, il est tout à fait en panne aujourd'hui. Bon, il est en difficulté, on ne sait même plus qui aurait la légitimité d'exercer une autorité collective. Bon, même s'il y en a toujours des gens qui sont en place, mais on voit bien qu'ils font des tas de circonvolutions pour essayer de tenir cette place. Donc, ça a quoi comme conséquence? Mais qu'il n'y ait plus de légitimité à une place de surplomb fait qu'il y a un empêchement, un antidote à exercer une contrainte. Je peux échapper à toute contrainte.
Et du coup, l'univers contestataire qui permettait hier la transgression est devenu aujourd'hui l'univers qui ne transgresse plus parce qu'il a la légitimité de récuser, de dire « ça ne me concerne pas ». La phobie scolaire n'est pas contestataire à quelqu'un qu'à l'école, elle est de la part de quelqu'un qui s'autorise à dire « moi, ça ne me concerne pas, cette loi ». Bon, c'est ça. C'est même pas du refus, c'est vraiment un retrait. C'est encore quelque chose de différent. Mais donc, il y a délégitimation de la contrainte, de l'obligation, du devoir, en quelque sorte. Donc, la conséquence, figurez-vous, elle est assez énorme, c'est que grandir, psychiquement, n'est plus à l'ordre du jour. Ça n'est plus indispensable aujourd'hui. Ça a paru comme ça. D'où d'ailleurs le concept que toi tu as repris autrement, d'autodétermination de l'enfant aujourd'hui. Bon. Je formule la thèse que nous avons à prendre acte des réponses singulières à cet état de fait. Parce que les gens viennent désormais construits comme ça. Pas tous, bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont construits comme ça. Vous évoquez tout à l'heure, Agnès, les gens qui viennent dire ça. Allez voir le film de Jacques Audiard qui s'appelle Les Olympiades. C'est remarquable comme première approche. C'est d'ailleurs, je crois que c'est dans le 13e. Bon, comme remarquable, comme approche déjà de la jeunesse aujourd'hui, de comment il fonctionne aujourd'hui. C'est pas du tout à critiquer, hein, pour moi. C'est à comprendre, à saisir. Mais de quoi s'agit-il? Ça nous déboussole. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a souvent déboussolé. Mais en même temps, je me dis, mais dans quoi sont-ils? Qu'est-ce qui se passe? Et comment pouvons-nous intervenir? Et je préfère donc penser, ou j'aime bien la formule de Bartleby, là, je préférerais pas. C'est tout à fait ça aujourd'hui qui se généralise. Moi, je préférerais pas. Je préférerais pas de m'occuper de l'école, je préférerais pas de voir ça, je préférerais pas aller là. Je préférerais pas, ça veut donc dire à l'égard de la fin de la toute-puissance infantile, parce que grandir, c'est ça. Grandir, c'est simplement en terminer avec la pensée magique de la toute-puissance infantile. Eh bien, le fait que ce soit à l'œuvre, cette mécanique-là, provoque toute une série de troubles, qui vont des troubles de l'attention, à les troubles de l'angoisse d'occuper toutes les places pour certains enfants, qui circulent dans tous les sens, à l'absence de limites, évidemment, un fameux état limite qu'on voit de plus en plus, à même l'obésité comme problème de santé publique, ça a un rapport avec ça. Les colères irrépressibles chez les enfants tout petits, ça a un rapport avec ça. Parce que vous ne faites pas une colère quand vous savez que... Enfin, vous faites une colère, mais vous introjectez qu'il faut en terminer quand vous savez que l'autre est plus puissant que vous. Mais quand l'autre est au même panier que vous, vous avez toutes les chances de gagner. Donc, du coup, vous continuez, vous y allez. C'est stupide, mais c'est comme ça aujourd'hui. Les addictions, parce que l'objet réel, désormais... ce n'est plus seulement le semblant d'objet marqué par le langage auquel nous avons rapport, ça devient l'objet réel, d'où évidemment le mécanisme d'addiction, addiction qui se généralise à quoi que ce soit qui peut servir d'objet, hein, peu importe de ce côté-là. Les retraits, comme j'ai dit tout à l'heure, phobie sociale, phobie scolaire, hein, les attaques de panique, tout ça, c'est un rapport avec cette chose qui est en train de se modeler, de se modifier, les burn-out, hein, burn-out professionnel, burn-out parental. Je vous annonce, à mon avis, ça va arriver. Je ne l'ai pas encore entendu, mais je vous annonce le burn-out conjugal. Hein, ben, logique. Voilà, c'est normal, c'est à l'œuvre. C'est-à-dire quelque chose qui ne permet plus le sujet de dire non lui-même, mais il fait non. Voilà, parce que c'est la seule manière pour pouvoir soutenir quelque chose de sa subjectivité. L'augmentation de ce qu'on appelle les pervers narcissiques est à entendre tout à fait là-dedans. C'est pas que les gens sont plus pervers qu'hier ou non, mais le pervers narcissique est plus narcissique que pervers pour moi. Hein. Il est surtout auto-narcissique, comme dirait Ferenczi. Et ça, c'est vraiment beaucoup. La dysphorie de genre intervient tout à fait là-dedans. Évidemment, je ne vais pas développer. Bon. Au niveau collectif, par contre, il faut entendre qu'il y a toute une série de symptômes qui ont un rapport à ça. Parce que dans le collectif, ces individus ne sont plus des citoyens. L'individu fait objection à être citoyen. Donc, du coup, c'est éminemment un refus de toute verticalité, avec, du coup, des conséquences assez importantes qui vont jusqu'à mettre à mal la démocratie.
parce qu'il n'y a plus moyen d'avoir des débats, des vrais débats contradictoires. Ce sont plutôt des ébats, bon, dans lesquels chacun y va de son narcissisme pour arriver à avoir raison. Ce n'est plus que ça qui compte. Et il y a quelque chose d'un retrait par rapport au travail de la rationalité, de l'argumentation, de la chose relativement paisible, mais qui s'impose de prendre en compte. Tout ça, aujourd'hui, est mis en grande difficulté. Avec, du coup, évidemment, les positions bien compliquées de la gauche et de la droite en France, par exemple, comme vous l'avez chez vous, parce que la gauche ne vise que du côté, elle ne se rend pas compte qu'elle ne vise que le soutien à l'individu, mais que, du coup, elle ne s'occupe plus du commun, ce qui est assez soufflant, et c'était la fameuse que nous avait dit Michel en son temps, mais que je trouve toujours tout à fait pertinent. La droite, quant à elle, si elle soutient le collectif, c'est évidemment au titre de ses intérêts, ce qui n'est pas évidemment le mieux non plus. Et aujourd'hui, si vous dites ce que je dis, et j'en ai la preuve en essayant de publier ce texte que j'ai écrit de manière beaucoup plus ouverte que d'habitude, parce que je voulais toucher les gens, qui sachent, qui se rendent compte de ça, eh bien, ce texte est considéré comme de droite, et ne trouvera appui que du côté de la droite, et pas du côté d'une gauche qui continue à dire « mais il y a un travail de solidarité, il y a un travail de tout ça à faire ». Non, non, si vous rappelez qu'il y a ce commun qui peut avoir prévalence sur l'individu, hop, vous n'avez d'oreilles que du côté de la droite, ce qui est un problème absolument lourd de signification, puisque ça veut dire qu'il n'y a plus de représentation de tout ça dans le champ du politique, évidemment. J'ajoute encore un autre trait, je vais vraiment vite pour essayer de ne pas prendre trop de temps, mais quand même, je trouve que c'est important de repérer, et c'est une autre de mes thèses dans ce livre, qu'il y a une causalité circulaire qui est à l'œuvre entre la société qui n'arrive plus à reconnaître cette position de surplomb et l'effet de délégitimation que ça a sur l'autorité parentale, ou sur la façon dont l'autorité est exercée dans une famille tout à fait bienvenue, bien faite, c'est pas ça. Mais on voit bien que là-dessus, il y a quelque chose de la fonction paternelle qui n'est plus soutenue sur le modèle d'hier. Et attention, ce n'est pas d'office négatif, mais le problème, c'est qu'il faut quand même encore la soutenir. Parce qu'il y a quelque chose, non pas la fonction paternelle, mais la fonction de mettre une limite quelque part, doit être inscrite dans l'appareil psychique de jeune. Et l'enfant, il a besoin de ça pour grandir, justement. S'il ne l'a pas, eh bien, ça laisse toute une série de développements de choses dont on est, je crois, aujourd'hui, on a affaire à ça. Cette causalité circulaire va dans les deux sens. C'est-à-dire que soit la légitimité dans la famille prépare à supporter la citoyenneté et le respect de la collectivité, soit au contraire, elle déconnecte de plus en plus parce qu'il n'y a plus l'appui du collectif, et donc du coup elle produit des sujets qui ne seront plus eux-mêmes capables d'être citoyens. On est dans un mécanisme circulaire extrêmement grave, lourd de conséquences, si nous n'arrivons pas à faire quelque chose, à prendre en compte ces difficultés. J'insiste pour moi, s'il vous plaît, pas de mépris, je ne suis pas en train de valoriser le monde d'hier en disant que c'était bien, que c'était ça. C'est pas ça du tout. C'est simplement de dire, au contraire, il n'y a pas d'opposition à une évolution, à MeToo, à une série de choses comme ça qui sont tout à fait légitimes. Les femmes aujourd'hui, pour le dire un peu de manière ironique, sont les hommes comme les autres. Elles sont des hommes comme les autres, désormais, c'est très bien, la question n'est pas là. La question c'est, nous avons sous-estimé les difficultés nouvelles que cette évolution a entraînées. Et nous n'avons pas voulu voir les problèmes que ça posait parce que nous sommes absorbés, englués dans quelque chose qui est cette évolution telle qu'elle se pose aujourd'hui. Elle a touché, en effet, nous avons touché à la façon dont se transmettait la civilisation. Et du coup, c'est un peu comme si, pour reprendre une formule de Marcel Gauchet qui dit la démocratie contre elle-même, je dis, du coup, on a affaire à la société contre elle-même. On préconise la société, mais en même temps, elle se retourne contre nous parce qu'elle ne prépare plus les gens à être citoyens d'une société. Nous arrivons donc à un ensemble de conséquences de ce qu'il faut bien appeler un bouleversement anthropologique sur lequel je crois que nous, psychiatres sensibles à ces questions, devons témoigner. Nous devons dire quelque chose de ça. Il est quand même extraordinaire de penser. Je prends l'exemple de la dysphorie de genre parce que je vais sortir un ouvrage là-dessus en janvier, un petit ouvrage d'entretien avec Melmont là-dessus. Mais sur la dysphorie de genre, il est quand même soufflant que M. Blanquer, votre ministre de l'Éducation nationale, ait ratifié que désormais un enfant puisse à l'école se faire reconnaître de son seul prénom contre même l'avis des parents. Là, vraiment, j'en suis resté stupéfait que quelqu'un qui n'est quand même pas n'importe qui, comment, il a cédé. Et bon, et c'est assez, mais c'est quand même stupéfiant parce que
nous sommes en train d'être intimidés par un discours dont il n'est pas sans rappeler, je m'excuse, je n'étais pas là, probablement que vous non plus, mais dans les années 30, 35 en Allemagne, il y avait une intimidation du même ordre. Vous ne pouviez plus vous énoncer, vous deviez absorber le vocabulaire ambiant. Bon, et on sait ce que ça a donné. Donc je ne comprends pas comment on ne réagit pas plus, comment même un ensemble de professions comme les nôtres ne font pas entendre quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est vraiment, je trouve, une position qui est éminemment à travailler, à repenser, et je dis bien, pas dans le sens d'un retour, mais dans le sens de prendre la mesure des difficultés à laquelle cette mutation nous confronte. Sinon, qu'est-ce que ça produit, ce bouleversement anthropologique, avec la difficulté que je vous dis? Eh bien, pour moi, ça produit quelque chose que j'ai été bien content d'entendre déjà aussi chez Guy Danin tout à l'heure. Je le dis à ma manière, cela produit des sujets sous-équipés à la condition d'être de langage. Ils sont sous-équipés, parce qu'ils n'ont plus, tu en as parlé tout à l'heure, à ta manière, ils n'ont plus les moyens de faire face. Par exemple, que parler ne vous donnera jamais la main mise sur le réel. Par exemple, que parler est discontinu, que parler suppose que, pour le moment, je suis là en train de parler tout seul et vous êtes en train d'écouter. Ça veut dire deux places différentes. Quelle inégalité fondamentale, avouez quand même. Hein. Bon, et tout est à l'avenant. Tout chez nous humains est organisé par ce que parler implique. Et aujourd'hui, c'est comme si on ne s'en souciait plus. On ne le transmettait même plus, on ne le mettait plus au programme, avec toute une série de conséquences. Je termine simplement en vous lisant une petite phrase de Freud que je trouve à cet égard remarquable. Ce n'était pas à propos de la parole qu'il disait, c'était à propos de l'agressivité, mais ça peut s'appliquer. Il dit, en laissant la jeunesse aller au-devant de la vie avec une orientation psychologique aussi fausse, l'éducation ne se comporte pas autrement que si l'on s'avisait d'équiper des gens pour une expédition polaire avec des vêtements d'été et des cartes des lacs italiens. Voilà. Bon. Respectez le temps. Oui, oui, très bien, très bien, très bien. Vous avez des questions? Oh. Oui, Michel? Ça rejoint des travaux qui ont été faits, je crois, il y a une dizaine d'années, autour de la place qu'avait le changement dans les familles, sauf que vous le présentez par l'autre bout, si vous voulez, puisque vous faites de ce qui se passe dans les familles une conséquence de ce qui se passe dans la société. Eh bien, et inversement. Irène Théry et je crois aussi Marcelli avaient tous les deux développé plutôt l'inverse, en disant que le noyau de ce qui se passe dans les sociétés, c'était ce qui se passait dans les familles, avec une espèce de perméabilité à, effectivement, des exigences liées à l'égalité, à l'absence de verticalité. Et tout à fait récemment, il y avait d'ailleurs un colloque où une des personnes était venue, un type qui est connu, qui a beaucoup de succès dans les dispositifs médico-sociaux style ITEP, qui expliquait que les jeunes d'aujourd'hui étaient mutants. C'était des mutants, et il disait c'était des mutants parce qu'en effet, il faut trouver autre chose que la verticalité pour leur imposer, pour les changer, pour s'occuper d'eux, en prétendant en somme qu'ils n'avaient plus aucun accès à la verticalité. Et que la seule autorité qui pouvait marcher, c'était celle par l'exemple. Et alors on lui a dit, mais il y a quand même un problème, parce qu'ils continuent à ne pas se marier avec leur maman. Et ça, ce n'est pas par l'exemple, ou on l'espère en tout cas, pour le couple de leurs parents. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui persiste et qui laisse à penser que ça a beau changer, ça reste quand même beaucoup le même. Donc là, il y a des raisons d'espérer, et en tout cas, de ne pas désespérer tout le monde autour de l'idée que tout est foutu de ce point de vue-là. La verticalité persiste, et elle persiste pour des choses relativement essentielles. Mais je crois que vous avez... Pardon, je vous donne raison dans ce que vous dites là. Simplement, je l'appuierai sur le fait que nous avons à faire entendre que cette verticalité qui persiste, vous le dites, c'est vrai, mais elle a besoin d'être figurée dans le collectif. On ne peut pas se contenter de laisser penser qu'une société pourrait n'être qu'horizontale. C'est impossible. Structurellement parlant, c'est impossible.
C'est simple à perdre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas relativiser le modèle vertical d'hier, parce que ça, c'est la chance que nous avons. Nous avons construit des limites à un moment donné de l'histoire de l'humanité. Nous les avons relativisées avec la modernité. Nous sommes en train de les annihiler, et ça ne marche pas. Tout. On peut les relativiser. Comme être homme, être femme, ça se relativise. Et pourquoi pas? Mais bien sûr, c'est possible. Mais de là à faire qu'il n'y a plus, tout devient fluide, c'est pas la même chose, justement. C'est ça le problème, c'est ça le glissement. J'aimais bien cette distinction que c'est Roger Paul Droit qui disait ça entre construire des limites, relativiser les limites, annihiler les limites. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté sur le fait de les annihiler. Et là-dessus, je pense que nos professions, si nous voulons être attentifs à ce que ça, nous devons le signaler, nous devons le soutenir. Donc il faut figurer la légitimité dans le collectif de la verticalité, parce que si nous ne le faisons pas, ça va finir, parce que vous dites, c'est toujours là, oui, mais enfin, on entend quand même sur l'inceste des tas de choses qui sont en train de bouger, avec des confusions d'ailleurs monumentales. Bon. On sait aussi qu'il y a de plus en plus d'endroits où ça bat de l'aile. Donc, ne soyons pas seulement confiants, ça va se résoudre tout seul. Hein. Non, non, ça va se résoudre si nous continuons à faire entendre qu'il y a des traits de la structure d'un être parlant qui ne savent pas changer. Ça fait partie de la condition humaine, et ça, peu importe la société dans laquelle vous allez, il faudra les prendre en compte. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de rêver, illusoirement, et de laisser se développer toute une pathologie liée à ça, à mon avis. Oui, je voulais poser une question, deux même. Je trouvais que moi j'étais en contrôle avec Octave Manoni qui disait il ne faut pas confondre autoritarisme et autorité. Ouais. Donc c'était quelque chose qui souvent dans le rôle des pères, parce que je suis pédopsychiatre, il y avait quelque chose de l'autoritarisme qui a beaucoup évolué. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait de l'autorité. Donc ça c'est une vraie question pour moi, qui est quelque chose de différent. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est plutôt au niveau d'une position de femme. Quand j'étais adolescente, pour la question du langage, je voulais savoir qu'est-ce qu'avaient fait les femmes, qu'est-ce qu'elles avaient écrit, qu'est-ce qu'elles avaient peint et tout ça. Et en fait, c'était le désert. Il y avait quelques femmes scientifiques, il y avait quelques femmes écrivains, mais très peu. Et voyageuses, enfin, il y en avait quelques-unes. Mais du coup, je veux dire, il y a quand même quelque chose qu'on pourrait peut-être faire autrement. Les femmes ont pris la parole, je dirais, que ça arrive vers le fait que les questions de transgenre et tout ça, pour moi, c'est... Bon, là, je suis un peu dépassée, je vais dire, mais je pense que c'est quelque chose qui est formidable. C'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas s'imaginer, quand moi j'étais jeune fille, je cherchais des modèles d'identification féminin du côté du langage ou du côté de la création, et je n'en trouvais pas. Et ça, il y en avait déjà, mais beaucoup... Écoutez, d'accord, il y en avait, mais beaucoup moins que maintenant peut-être. Hein. Et j'avoue qu'il y a quelque chose de cette évolution qu'on ne peut que soutenir, parce que je veux dire que... Ça pose d'autres questions, on est bien d'accord, mais on ne peut pas soutenir quelque chose du langage. C'est aussi du côté, pour moi, de comment poser une féminité quand on accède à des possibilités de réflexion, d'expression qu'on n'avait pas avant, je pense. Mais est-ce que je peux me permettre de répondre une chose qui va, j'espère, être audible? Le féminin n'est pas le propre des femmes. Donc, du coup, on a une question là-dessus. Vous avez tout à fait raison de montrer. Il y a un livre, le dernier livre de Chollet, là, c'est ça, oui. Que j'ai lu et que je trouve plein d'exemples très intéressants de montrer comment le patriarcat a quand même vachement rendu des choses impossibles. Il faut quand même, c'est évident. Donc, on est à deux doigts de passer à quelque chose de vraiment de mieux, pour le dire bêtement. On a un vrai progrès. Mais attention, pas à n'importe quel prix. Pas en noyant les questions que ça pose. Et ça, c'est nous. Je trouve que c'est le travail des psys, des psychiatres, entre autres, de dire attention, on peut aller mieux vers un mieux, mais c'est pas simplement comme ça un truc qui va se régler tout seul. Ça demande vraiment un travail. Entre autres, par rapport au langage, comme vous dites, il suffit pas de parler pour que le féminin soit en place, puisque la question du féminin, c'est précisément le silence qui habite la parole.
C'est aussi de ce côté-là que se trouve la chose. Donc c'est très complexe ces questions, ça mériterait d'être discuté, mais pour moi mon propos n'est vraiment pas d'annuler ou de discréditer quoi que ce soit de cette évolution que je trouve vraiment intéressante, mais simplifiée. Elle est rendue d'un simplisme fou, et là ça va plus. Alors la question du transgenre, c'est pour moi la même chose. La question, c'est que je trouve que tu l'as bien dit tout à l'heure, Hervé, ce qui ne va pas là-dedans, c'est que c'est un pur déclaratif. Comme si l'être humain n'était qu'un être de parole, sans incarnation, sans être lié à un réel corporel. Alors qu'il dénie, qu'il n'est pas d'accord, qu'il veut changer, tout ça on peut l'accepter, ça fait partie de tout ce qui a fait la créativité de l'humanité. Mais le déni, c'est autre chose. Ne pas considérer qu'il y a une anatomie avec laquelle il faut faire. Ça m'est apparu bêtement dans un propos d'une collègue qui, à propos du petit... comment ça s'appelle, du film Petite Fille, là aussi, bon, oui. Sacha a tout de suite endossé le prénom féminin qui était donné à ce garçon. Eh ben, je suis désolé que lui veuille ça, d'accord, on peut le supposer, on peut encore l'accepter, encore que c'est le vœu de la mère ou pas, on va discuter d'autre chose, admettons, mais ça ne demande pas à l'interlocuteur d'office entériner. Et l'école non plus. Oui, et l'école, bon, c'est ça qui fait problème pour moi. C'est que donc on entérine le fait que c'est un seul déclaratif suffit. Oui. Alors là, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. C'est encore. Ça va être aussi un problème, ça. La complicité avec ça. Ah, oui. Si nous on rentre dans une complicité avec ça, oui. Eh bien. Le propre du déni, c'est qu'il faut toujours être deux. Un qui le pose et un qui est complice. Ah bah oui, c'est comme ça. Alors est-ce que moi, comme interlocuteur, je dois accepter ça? Ça ne veut pas dire que je dois nier le vœu de cette personne. Et on parle à propos des enfants en plus, ce qui est plus problématique encore. Oui, bon, moi je ne sais pas si on m'entend. Oui. J'aurais une remarque, mais surtout une question. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, vous avez dit à plusieurs reprises que vous n'étiez pas dans un discours critique, mais plutôt dans un constat avec lequel il convenait de faire. Or, moi, je vous ai entendu oscillant quand même entre la critique. Vous avez commencé par, je le dis comme je l'ai entendu, dénoncer l'autorité, enfin le manque d'autorité, d'altérité et d'antériorité que je me suis traduit à moi-même comme plus d'histoire et plus de tiers, en gros, et l'effarement. Et j'arrive même pas à le croire que l'enfant puisse choisir son prénom contre ses parents. C'est ça que vous avez dit ? Ben, c'est vrai. Ouais, non, mais je ne le mets pas du tout en doute, mais ça me paraît effarant. Donc, ce que je veux simplement à la fois dire et surtout vous poser comme question, c'est que cette oscillation entre ce constat avec lequel il nous faut faire et cette observation que j'appellerais critique, elle nous met dans un certain désarroi, pour ne pas dire dans une certaine impuissance, eu égard à notre histoire, en tout cas à la mienne, mais je crois qu'on est nombreux ici. Je pense, moi j'avais 20 ans en 70, début 80, où nous espérions pouvoir transformer le monde. Oui. Aujourd'hui, je trouve qu'on est bien embarrassé avec cette question. On l'a bien transformé. Qui, selon moi, oui, enfin transformer le monde, comme le disait Jaurès, je le rappelle. Voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, on est bien, alors je ne sais pas s'il faut dire impuissant, embarrassé, avec ça. Ça ne veut pas dire que nos futurs, mais ça veut dire que c'est très problématique et c'est la question. C'est simplement, je prends pour moi ce que vous avez repéré, parce que c'est vrai. Je suis en difficulté avec ça, et j'ai toujours été. Je ne le cache pas. C'est une difficulté. Je crois que j'ai vraiment, pour des tas de raisons qui sont liées à mon histoire, peu importe ici, mais j'ai introjecté cette chose essentielle que je crois, et en même temps, je vois bien qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent, qu'il faut en tenir compte. Donc je veux bien accepter tout à fait ça, ce qui ne me fait pas dire, contrairement à ce que disent certains, que je suis contre toute évolution ou que je suis d'office négatif. Ça fait, ce que vous disiez, ça me fait penser à... Camus avait fait un discours là, quand il a eu le prix Nobel, où il disait « Chaque génération veut refaire le monde. Nous, on sait qu'on ne le refera pas. La question, c'est comment éviter qu'il se défasse. » Là, on est dans, dans ce délitement dont vous parliez. Je voulais faire une petite remarque rapidement. C'était sur les notions, enfin sur l'idée de l'horizontalité. Jean Houry, il parlait beaucoup de cette horizontalité dans
dans sa clinique. Et ce qu'il amenait par horizontalité, c'était le fait de pouvoir redonner un pouvoir instituant à la parole des patients et des autres membres de l'équipe éventuellement. Et je trouve qu'on oppose horizontalité ici avec hiérarchie. Or, dans la psychothérapie institutionnelle, l'horizontalité, c'est pas du tout l'absence de hiérarchie. Horizontalité, c'est effectivement opposé à verticalité, mais il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que dans ces approches-là, on redonne du pouvoir, la possibilité d'un pouvoir instituant à la parole de tout à chacun, mais il y a une organisation hiérarchique, il y a une prise de décision et il y a il y a une élaboration collective. Ça, c'était une première remarque. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui se réclament de cette horizontalité et il faut faire le tri entre ceux qui, effectivement, vont dans un discours où tout le monde, tout se vaudrait, etc., et ceux qui veulent juste dire on a le droit aussi d'avoir la parole et de donner un avis. Je pense qu'il y a des mouvements, et cette remarque-là, elle va de pair avec ce que vous avez dit de gauche et de droite, c'est-à-dire que si on lit Commun de Dardot et Laval, c'est des gens qui sont profondément de gauche, le titre est évocateur, c'est commun. Donc il y a quand même aussi plusieurs nuances, enfin, c'est juste des petites remarques, parce que sinon je trouve qu'on entretient le clivage de camps les uns contre les autres. Une autre remarque, c'était quand vous disiez que des catastrophes gigantesques à venir. Alors, je pars quand même du principe que je vous rejoins sur beaucoup de points, mais c'est aussi une vigilance par rapport à ça, parce que, par exemple, toutes les thèses malthusianistes, depuis qu'elles ont pu être élaborées sur la démographie, elles ont été infirmées par l'histoire. C'est-à-dire que les prédictions qu'on fait ne sont jamais... donc ça peut avoir tendance à cultiver un certain catastrophisme. On ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être il va y avoir un virage et un retournement de situation dans les 10 ans à venir, et peut-être ça ne prendra pas la direction qu'on craint actuellement. Voilà. Et une dernière phrase pour dire, c'est qu'il y a une formule que j'aime bien qui dit qu'il y a des maîtres qui nous enseignent et des maîtres qui nous assignent. Et je pense que c'est la deuxième partie qui nous intéresse. Mais les maîtres qui nous enseignent, effectivement, comment les réhabiliter ou défendre ça sans être assigné à des positions, quoi. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ces remarques. On va s'arrêter parce que... Je dis un mot, simplement. Utilisez le terme que Lacan nous a donné de patou. Parce que le patou vertical, aujourd'hui, c'est au programme. Mais ça amène un patou horizontal. Avec le patou, vous passez de l'un côté à l'autre. Bien. Je peux parler, monsieur? Pas encore. Ah, le voilà. Bonjour, Joël Birman. Bonjour. Bien sûr, tu as la parole. Vas-y. Bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous dans un colloque sur quel rapport au dialogue entre la psychiatrie, la psychologie clinique et la psychanalyse. Hein? D'abord, je voudrais remarquer que cette intervention sur le trauma et la pandémie du coronavirus, hein, il s'inscrit dans un bouquin que je viens de publier en portugais, intitulé Trauma et pandémie, et qui aura un nouveau bouquin qui sera publié en français avec mon partenaire Christian Hoffman. Hein. Il faut dire que le présupposé de ces colloques-là, c'est de trouver quel rapport peut avoir entre la psychiatrie, la psychologie clinique et la psychanalyse. Et nous sommes donc d'accord que l'effet clinique, c'est le point d'articulation entre ces trois registres-là. C'est à cause de ça que je pensais en développer parmi vous la question du trauma, qui c'est une catégorie clinique fondamentale dans les trois discours que j'en viens de parler. Hein? À partir de ça, je voudrais développer parmi vous une discussion sur la présence du trauma comme élément fondamental dans la souffrance psychique provoquée par la pandémie du coronavirus, hein, et qui, pour bien saisir cette catégorie de trauma dans ces endroits-là, hein, il faut bien articuler l'ordre individuel et l'ordre collectif. Sinon, nous serons dans une position impossible de saisir certaines particularités de cette expérience. Et dans cette perspective-là, je voudrais vous exposer
d'une perspective psychanalytique et transdisciplinaire ou interdisciplinaire, non? La catégorie du trauma dans la pandémie du coronavirus. Hein? Dans ce sens-là, il faut dire d'abord que la pandémie du coronavirus, c'est la plus importante catastrophe humanitaire du siècle XXI. Et elle sera, je crois, pendant longtemps encore. Hein? Ici, cette catastrophe humanitaire, elle a été provoquée pas seulement à cause des 5 millions de décédés qui sont comptabilisés déjà aujourd'hui, hein, mais aussi les décédés qui se sont provoqués par des maladies hein, d'autres ordres qui ont été réactivés dans cet terrain de la pandémie. Hein. Il y a encore par l'effet meurtrier hein, que la pandémie a eu sur les populations pauvres qui n'ont pas eu la possibilité de soigner et suivre les mesures sanitaires énoncées par l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Dans ce sens-là, hein, il faut dire aussi que les États-Unis occupent la première place parmi les décédés, ensuite le Brésil, et à la fin, en troisième place, on trouve la population européenne. Hein? Et, du coup, il faut dire encore que la pandémie a provoqué aussi une épidémie de la faim dans les pays émergents, parmi lesquels le Brésil. Hein? C'est ça la première chose que je voudrais fixer. Hein? Ensuite, je voudrais dire aussi que la pandémie du coronavirus hein, a été l'acte inaugural du siècle XXI. Hein? C'était cet événement majeur qui fait l'acte inaugural du nouveau siècle. Si on mesure hein, le siècle, pas du point de vue littéral de la chronologie, mais à partir d'un événement fondamental qui provoque un vrai événement qui provoque la discontinuité dans les cours de l'histoire. En effet, si on prend ça en considération, on peut dire donc que la pandémie a provoqué la suspension de toutes les activités économiques dans tout le monde. En plus, elle a changé toutes nos formes de vie, comme disait le philosophe Wittgenstein, hein, et elle nous a obligés à un changement traumatique et bouleversant de nos habitudes corporelles, comme disait Pierre Bourdieu, hein, à cause de la quarantaine et de la réduction de notre mobilité corporelle. Hein. En plus, il faut dire encore, dans cette considération d'ordre préliminaire, que la pandémie, c'est un fait social total, comme disait l'anthropologue Marcel Mauss dans l'ouvrage Essai sur les dons, où nous pouvons trouver dans la pandémie hein, trois ordres, trois registres qui doivent être considérés du point de vue théorique et épistémologique, à savoir la dimension biologique et virologique du virus, bien sûr, ensuite la dimension sociale, politique, économique et écologique de la pandémie proprement dite, et à la fin la question des singularités. Hein? Et la singularité que j'énonce maintenant, elle a une dimension médicale et une dimension psychique. Hein? Bien sûr que dans cette intervention, mon intérêt se tournera vers les singularités psychiques
où les cliniciens trouvent les plus importantes pour explorer dans cette recherche. Ainsi, pour énoncer des cours ma thèse, la pandémie est une expérience traumatique à cause que notre appareil psychique travaille pour rendre l'ordre invisible dans l'ordre visible et en même temps de transformer ce qui n'est pas nommable en une chose qui est nommable. Il faut faire la nomination de ce qui est visible pour que l'appareil psychique puisse bien se repérer dans un monde où nous sommes autour de plusieurs dangers. Et l'appareil psychique essaye de s'y anticiper au pire pour rendre le visible invisible visible et ce qui n'est pas nommable en des énoncés nommables. Nommés et nommables. Dans ce sens-là, on peut créer ce que Freud a nommé l'angoisse synale dans l'ouvrage L'inhibition, symptômes et angoisse, et on peut empêcher l'avènement d'une expérience traumatique. Néanmoins, quand il y a une feuille de cette anticipation du danger, nous sommes pris par l'angoisse réelle et par l'angoisse traumatique, et nous sommes, parce qu'on n'a pas pu nous anticiper au pire. Et je pense qu'à cause exactement de cette angoisse traumatique et de cette angoisse réelle, la névrose d'angoisse, c'est le symptôme axial du trauma dans la pandémie du coronavirus, tel quel Freud a décrit ces troubles psychiques au début de son parcours, et ce que les psychiatres d'aujourd'hui appellent le syndrome de panique, de telle façon que le noyau traumatique de la pandémie, c'est l'expérience radicale de la névrose d'angoisse. Ce qui c'est la première formation symptomatique du trauma de la pandémie. Ensuite, il faut remarquer les plusieurs formations symptomatiques qui sont constituées en dérivation et transformation de ces noyaux angoissantes initiales, à savoir la hypocondrie, la dépression, la mélancolie, les troubles psychotiques, les troubles psychogènes de la peau, les actes compulsionnels autour des mesures sanitaires que le discours médical a énoncé pour se protéger du coronavirus, l'augmentation significative d'usage de drogues, des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques et la boulimie, et encore, pour compléter, l'augmentation significative de la violence dans les couples, des hommes à l'égard des femmes et des enfants. Il ne faut pas oublier encore qu'il y a une augmentation significative des suicides dans la pandémie, surtout dans la population adolescente et dans la population des vieux. Ça constitue donc plusieurs formations symptomatiques que je esquissais d'une perspective phénoménologique, mais je dois dire que dans mon hypothèse de travail, ces différentes formations symptomatiques s'inscrivent dans des formes de subjectivation, selon l'acception de Lacan et de Foucault, très importante,
qui prennent une dimension structurelle, à savoir la détresse et les désarrois. Hein? Quelle est la différence que je propose pour vous entre la détresse et les désarrois? En tant que dans la détresse, les sujets croient encore que l'autre peut l'aider, peut les accueillir dans leur souffrance et de lui donner un support vivant, non? Tel quel Freud y a décrit dans l'esquisse d'une psychologie scientifique, où il a énoncé, hein, que les pleurs du bébé, c'est la source de tous les motifs moraux. Hein. Dans les désarrois, en contrepartie, en revanche, hein, le sujet ne croit plus à l'aide de l'autre. Il ne peut pas croire qu'il peut être accueilli par l'autre qui peut lui donner un support vital. Hein. Alors, nous avons ces deux modèles de subjectivation qu'on va trouver dans la pandémie qui vont moduler ces différentes formations symptomatiques que j'ai énoncées tout à l'heure. Néanmoins, pour compléter mon hypothèse de travail, il faut dire encore une troisième dimension, qui c'est la dimension de la gouvernabilité. Hein? Comme je parlais à tout à l'heure de la dimension sociale, politique, économique et écologique de la pandémie, je voudrais dire que ces plusieurs dimensions présentes dans la pandémie s'articulent dans des formes de gouvernabilité très, très bien définies, pour démontrer ou montrer d'une façon esquissée cette hypothèse de travail. Je voudrais faire d'abord une certaine fiction des géopolitiques. Si on fait la comparaison de la tradition asiatique, la tradition européenne et la tradition nord- et sud-américaine à l'égard de la hystérie, du point de vue des numéros de décédés et des numéros des personnes contaminées, on va trouver des différences évidentes en ce qui concerne les formes de gouvernabilité. D'abord, la tradition asiatique. On peut dire que la tradition asiatique, c'est une tradition caractérisée par les holismes, selon la lecture que nous a proposée l'anthropologue Louis Dumont sur les sociétés orientales. Il disait que dans ces sociétés-là, l'individu est soumis au collectif, il est soumis au social, de telle façon que la production du sujet est modulée par des impératifs collectifs. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est très saisible que les pays asiatiques, que dans les pays asiatiques, les populations ont accepté, sans beaucoup de résistance, les impositions de l'appareil de l'État pour suivre les règles médicales et hygiéniques proposées par l'Organisation mondiale de la santé, de telle façon que les pays asiatiques, avec des petites différences près, bien sûr, ont eu une réussite bien supérieure à ce qui s'est passé dans tous les autres pays du monde. Par contre, dans la tradition européenne, nous sommes face à une culture ou une société individualiste. C'est un peu ce que M. Lebrun vient de développer. Et dans cet ordre individualiste, le tout ne peut pas plus moduler les sujets. L'individu, il est dans une position potentiellement autonome, de telle façon que dans la société européenne,
les sujets en tant que citoyen, hein, il a toujours une méfiance à l'égard de l'État. À cause de ça, hein, pour bien maîtriser les effets mortifères de la pandémie, les États européens ont eu le travail supplémentaire de convaincre les populations du bien fondé des mesures sanitaires, hein, de la quarantaine, hein, et du confinement chez eux, hein, pour bien protéger la santé de leur population. Hein. À cause de ça, si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé en Asie, en Orient, hein, c'est évident que la réussite européenne a été relative. Non? On a eu beaucoup plus de décédés et de contaminations en Europe qu'en Asie. En troisième place, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis et au Brésil? Ce sont deux sociétés individualistes, hein, mais qui ont eu en plus, hein, deux gouverneurs, Trump et Bolsonaro, qui ont pris une position contraire au discours de la science. Hein. Ils ont proposé, hein, de ne pas considérer le discours de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont proposé une ouverture totale de la vie sociale, hein, et espérant la production d'une immunité des troupeaux. Évidemment, le résultat de ça a été catastrophique au fur et à mesure que les États-Unis et le Brésil, ce sont les deux pays où il y a eu le plus grand nombre de décédés en tout le monde, les États-Unis en première place et le Brésil ensuite, hein, de telle façon que ce déni à l'égard du discours de la science a provoqué un vrai génocide dans la population brésilienne et dans la population nord-américaine. Hein. C'est ça le résultat. Mais il faut encore bien remarquer une autre question en ce qui concerne, hein, la société nord-américaine et la société brésilienne, qui c'est la dimension de la religion néo-pentecostale évangéliste, hein, qui a été l'autre côté de ces dénis de l'ordre scientifique. Hein, et on sait bien qu'il y a dans cette lecture théologique de la pandémie, hein, il y a un présupposé d'ordre néolibéral qui se trouve présente dans la théologie de progrès présente dans les discours évangélistes. Hein? Ainsi, on peut dire donc qu'ici, dans la tradition chinoise, pour des particularités structurales, et dans la tradition européenne, par des raisons de politique de l'État, hein, la détresse a été la forme de subjectivation dominante pendant la pandémie. Hein, le désarroi à cause de la politique de l'État brésilien et de l'État américain a été la forme de subjectivation dominante, hein, pendant la pandémie. À cause de cela, il y a eu un nombre incalculable de mélancoliques. Joël, est-ce que tu m'entends? Oui, bien sûr. On est un peu pris par des impératifs de temps. Est-ce que tu pourrais conclure, s'il te plaît, parce que vraiment nous sommes arrivés à la limite. Hein? Est-ce que tu aurais la gentillesse de conclure? Je vais faire la conclusion. Hein? Alors, dans cette opposition entre détresse et désarroi, plus prédominante dans la tradition européenne et asiatique, et la présence
du désarroi dans la tradition brésilienne américaine. On peut dire donc que ce que je vous proposais, c'était une interprétation traumatique de l'expérience de la pandémie au niveau des singularités, mais qui s'articule en même temps dans la construction de deux formes fondamentales des subjectivations, la détresse et le désarroi, qui s'articulent à la fin avec de différentes formes de gouvernabilité. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à toi beaucoup. Merci Joël. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Joël. Merci à la salle d'être encore présente malgré l'heure relativement tardive de la matinée et qu'on a beaucoup travaillé. Alors, ce que je voulais dire d'abord, comme pour introduire mon propos, c'est que quand au sein du comité d'organisation, on a lancé le titre de la table ronde qui est symptôme entre individuel et le social, je me suis posé la question de qui, plus que le sans domicile fixe, pouvait nous interpeller justement par rapport à la thématique de la table ronde. C'est comme ça que j'ai pensé en parler aujourd'hui devant vous. En parler devant vous, d'autant plus que c'est un sujet qui me préoccupe, sur lequel je travaille depuis une quinzaine d'années, parce qu'une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de fonder une association dont vous voyez le nom en bas, qui est Riyad El Amel. Riyad El Amel, le Riyad, vous savez ce que c'est, ce sont les maisons marocaines très conviviales, très agréables à vivre. Et El Amel, en arabe, c'est l'espoir. Donc c'est la maison de l'espoir. Maison de l'espoir parce que justement, nous accueillons entre 150 et 300 SDF par jour et on leur offre des repas, de très très bons repas, de très bons repas autour d'une table avec des gens qui, là au moins, s'autorisent à leur parler, à s'asseoir avec eux, à discuter avec eux, à être dans une relation humaine, à ne pas être dans ce à quoi ils sont habitués, souvent pour beaucoup d'entre eux depuis des années, avec, en terminant le repas par un verre de thé, et pendant ce verre de thé, beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses s'échangent, et je trouve ça absolument extrêmement agréable. Et donc ça fonctionne comme ça depuis, je vous dis, une quinzaine d'années. Mais en même temps, c'est aussi l'objet de travail. On a essayé d'y réfléchir. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une publication collective il y a 2 ans, je pense. Et on y a réfléchi. Et là, aujourd'hui, donc, je vais essayer de partager avec vous autour donc de cette problématique, parce que justement, qui plus que le sans domicile fixe nous interpelle par rapport au lien. Alors ensuite, comment ça marche ? Voilà. Alors donc avant d'aller plus loin, d'abord pour préciser à quoi renvoie le sigle sans domicile fixe, pour dire qu'il existe depuis. Alors j'ai choisi d'en parler avec des PowerPoint parce que j'ai choisi d'être dans la position du psychiatre interpellé par la psychanalyse, et non pas dans la position du psychanalyste comme on l'a fait aujourd'hui, qui interpelle la psychiatrie. Et j'ai choisi de faire le PowerPoint et d'être dans quelque chose à quoi sont habitués beaucoup plus les psychiatres, avec sur un plan didactique, ça m'a semblé beaucoup plus proche de la position que je voulais prendre. Donc vous allez voir pourquoi. On va essayer de définir ce que c'est rapidement. Ensuite, on va faire un diagnostic, un état des lieux de ce qu'est le sans domicile fixe, ses préoccupations, ses problèmes, avant de rentrer dans des hypothèses pour soigner. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on le soigne et on va conclure. Voilà un petit peu la manière avec laquelle j'ai choisi de travailler devant vous. Donc, le sigle SDF existe depuis le 19e siècle, et ce qui est intéressant, c'est qu'il renvoie à des situations très différentes, comme celle des sans-logis, des sans-logements, des sans-abri, ce sont des victimes de catastrophes, les clochards, qui sont des marginaux, qui n'appellent pas d'intervention publique, les vagabonds, qui font plutôt peur, ou encore les mendiants qui sollicitent l'espace public. Alors, on va en parler, justement. Tu as parlé de désincarnation, et on est en plein dedans. Donc, on va voir quel est le rapport, parce que c'est la problématique qui est le plus mise en avant par le SDF, son rapport au corps, son rapport au désir, son rapport au temps, le rapport à l'autre. Ensuite, on va dresser des hypothèses psychodynamiques, et on va traiter. On va soigner.
Alors, le rapport au corps, pour dire quoi? Pour dire ce que tout le monde sait déjà, à savoir que le sans domicile fixe a une représentation de lui-même extrêmement négative, qu'il a un énorme mépris pour son corps qu'il n'accepte pas, qu'il refuse, qu'il rejette. Le corps semble chez lui complètement inhabité psychiquement, et c'est quelque chose qui l'encombre plus qu'autre chose, qu'il traîne avec lui des jours durant et des soirs durant. Et ce corps qui fait, on le sait très bien, qui fait limite entre un dedans et un dehors, ce corps qui est c'est une limite qui est beaucoup plus floue qu'il n'y paraît, c'est ce corps qui se construit, se déconstruit en fait en fonction du lien à l'autre, et c'est quelque chose qui ne peut pas être complètement étanche, sinon, parce que c'est grâce à cette imperméabilité ou cette perméabilité qui existe, qui va pouvoir que pourra s'installer du lien avec l'autre. Cette perméabilité, donc, elle va être différente selon la géographie, selon le temps, selon les individus. Elle est aussi culturellement admise. C'est grâce à elle, cette perméabilité de ce corps, qu'on va pouvoir être dans l'empathie avec l'autre, qu'on va pouvoir soit le rejeter, soit il va être l'objet de rejet, soit être l'objet aussi de sympathie et de compassion. Le corps donc, chez le sans domicile fixe, est un corps qui sert exclusivement à s'échanger symboliquement, il va l'exhiber, il est tout le temps dans la représentation de ce corps, et il sert à quoi? Il sert à susciter la compassion et la générosité d'autrui. En plus, ce corps, quand il est comme ça, il est aussi, on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux toxiques. Les toxiques, ce sont des produits qui permettent à ce sans domicile fixe de vivre son corps différemment, d'avoir une perception, une distorsion dans sa perception grâce souvent à l'alcool ou au shit, au tétrahydrocannabinol au Maroc, et qui va lui permettre des fois d'être plus à l'aise, donc d'être dans la relation avec l'autre, et d'autres fois, quand il n'a pas sa drogue, il va être très mal. Donc on va être en permanence... Attendez, que je suive. Voilà. Voilà. Donc, on va être, soit il est à l'aise avec sa drogue, il est mieux dans sa peau, et on va être avec des pulsions de vie qui vont être présentes, ou bien quand il est sans cela, on va être avec des pulsions de mort qui vont être au premier plan. Donc, on est en permanence chez sans domicile fixe dans quelque chose d'extrêmement paradoxal, dans lequel pulsions de vie et pulsions de mort vont cohabiter, vont être ensemble en permanence, ce qui est paradoxal, ce qui va renvoyer en soi quelque chose de très, disons, déstabilisant pour celui qui est avec lui. En même temps, donc, ce corps qu'il exhibe en permanence, ce corps qui est malmené par la drogue, par l'alcool, et qui va aussi pouvoir changer en fonction du moment, à travers lequel il va pouvoir avoir ou ne pas avoir de lien, c'est aussi un corps qui va trimballer avec lui, qu'il va emmener dans des espaces publics, qu'il ne va pas cacher, on s'en étonne, et en même temps, il va de temps en temps essayer d'en faire essayer de le mettre dans un minimum d'intimité le soir, qu'il va essayer de cacher dans des espaces privés, donc espaces privés, espaces publics qui vont cohabiter en permanence. Donc voilà un petit peu ce corps qui est donc encore une fois complètement désincarné, hein, pour reprendre ce que disait Hervé à l'instant. Alors donc voilà par rapport au corps. Par rapport au désir, c'est l'autre volet sur lequel je voulais peut-être partager avec vous. Alors le sans domicile fixe, c'est quelqu'un qui vit l'instant présent. Et c'est quelqu'un qui n'a aucun désir pour quoi que ce soit. En même temps, il n'est lui-même objet de désir pour personne. C'est quelqu'un donc qui est ni désirant ni désiré et qui va développer, compte tenu de cela, des sentiments de dégoût pour leur propre personne. Personne ne veut s'identifier à lui, personne ne se sent attiré par lui. Donc complètement non désirant, non désiré. Quand il n'y a pas de désir, on est véritablement dans un vrai néant psychique extrêmement lourd à vivre pour eux. C'est ce qui explique, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi, quand on répond à leurs besoins, on ne leur rend pas la vie normale, parce qu'on pense que leurs besoins sont comme on peut avoir tendance à les penser, mais comme il n'y a pas de désir, ça ne sert pas à grand-chose, on ne répond pas à leurs vrais besoins. Donc voilà par rapport au désir, par rapport au temps.
maintenant. Alors le temps, tout le monde sait qu'il y a deux types de temps, le temps chronométrique, c'est le temps physique et le temps subjectif, le temps perçu, qui n'est pas souvent pas le même que le temps physique, qui est dépendant du contexte, de l'état psychologique du moment. Et chez le sans domicile fixe, les sans domicile fixes sont complètement perdus dans le temps. Ils sont sans repère devant un temps qui défile indéfiniment. Et compte tenu de cela, ils vont être dans quoi? Ils vont être complètement désemparés le plus souvent, parce que le temps, ils ne savent pas ce que c'est, et ils vont être dans le passage à l'acte, dans la violence. Ça donne une explication au fait qu'ils sont souvent dans les acting out. Donc, ils sont comme suspendus dans des entre-deux temps, sans jamais savoir au niveau de quel temps est-ce qu'ils sont. Ils sont complètement perdus, et ils sont quoi? Ils sont condamnés à marcher toute leur vie durant, sans jamais se rendre compte, en fait, que le temps passe indéfiniment, que ce temps ne s'arrête jamais. Et qui les installe de plus en plus dans leur statut d'errant. Donc le sans domicile fixe souffre d'une véritable pathologie du temps, parce que c'est un temps qui est comme nié par lui. Il est nié, pourquoi? Parce qu'associé exclusivement à des expériences négatives, parce que fatigant, parce que insupportable, parce que épuisant. Donc voilà, au rapport au temps, c'est quand même, donc il est malade de temps, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, conséquences, donc problème par rapport à son corps, par rapport à la drogue, par rapport au désir, par rapport au temps. Et ceci va avoir comme conséquence, justement, d'être dans un rejet par l'autre, rejet et beaucoup d'agressivité. Et les sans domicile fixe vont être comme invisibles aux yeux des autres. C'est comme s'ils étaient en dehors de la préoccupation de l'objet. Et donc le regard que l'autre porte sur eux fait ainsi chuter totalement leur registre symbolique dans l'anomie. Donc ce qui fait qu'ils vont être en permanence comme complètement perdus, avec comme conséquence un délitement total du lien à l'autre. Donc voilà un petit peu quelle est la situation dans laquelle on est devant l'état des lieux, le diagnostic dans lequel on est devant un sans domicile fixe. Alors, quelles hypothèses psychodynamiques? On va essayer de réfléchir maintenant, aller un petit peu plus loin dans la réflexion, après le constat, comme on fait quand on est un médecin, on fait le constat, on réfléchit et on voit ce qu'on a à faire. Alors, d'abord, est-ce qu'on doit véritablement parler des sans domicile fixe en termes de personnes désocialisées, comme on a trop souvent à l'entendre? Eh bien non, on ne peut pas réduire l'errance simplement à des facteurs socio-économiques, ce n'est pas possible, alors que c'est comme ça. Notre représentation à nous tous, elle est comme ça, c'est pour ça que j'ai tenu à le souligner. Alors la pathologie du sans domicile fixe, elle est justement la désocialisation. La problématique, elle est la désocialisation, et qui ne peut être considérée encore une fois comme un simple problème de société. Elle se doit d'être pensée comme un concept bien particulier, j'insiste là-dessus, elle doit être pensée comme un concept bien particulier avec ses propres particularités psychodynamiques qui méritent vraiment qu'on s'y attarde un petit peu. On n'aura pas le temps, donc je vais simplement faire quelques petites hypothèses, tracer en fait des chemins de réflexion et ça me semble particulièrement important parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc d'abord le sans domicile fixe, il a une énorme fragilité de ses assises narcissiques, son enveloppe psychique interne se délite de plus en plus, et quand il cherche à se protéger de sa souffrance psychique et corporelle, ça va rendre inexistante complètement son rapport à l'autre. Alors, première manière de voir la problématique, c'est de considérer peut-être que la rue, donc la situation de rue, est un symptôme névrotique, un petit peu comme l'est le symptôme névrotique, donc un compromis entre les inhibitions cerebrales du sujet et ses aspirations pulsionnelles, donc un petit peu les bénéfices secondaires d'une situation insupportable, impossible pour lui, qui va amener un apaisement relatif de ces tensions psychiques. Et donc, on va être devant, la situation de rue va être d'une certaine manière comme un mode douloureux de résolution d'un conflit intrapsychique, en même temps que le recours à ce corps qu'il va utiliser à d'autres fins, elle est à l'origine de bénéfices secondaires. Mais là aussi, ça interpelle, ça questionne. Qu'est-ce qu'il y a comme dynamique réelle autour? Quelle est la place du transfert là-dedans? Donc, en tout cas, on est dans une situation paradoxale, incompréhensible, avec ces automatismes de répétition, comme on le voit dans la névrose, mais là aussi, on n'est pas dans quelque chose qui est véritablement dans la névrose, simplement souligner cette manière de penser la problématique.
Alors, d'autres auteurs, des auteurs ont parlé de surmoi sadique, ils ont parlé de masochisme primaire, mais là aussi, quand on parle... Pourquoi? Parce qu'on peut le penser, on va y revenir, mais on n'est pas complètement dedans, parce qu'il manque l'érotisation du symptôme en tant que défense psychologique. Donc, par contre, on voit qu'il y a beaucoup de culpabilité, on est dans quelque chose qui ressemble à du sadisme. D'autres auteurs encore ont parlé d'analité comme étant au premier plan chez ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des troubles de la continence qui sont liés à l'abus toxique, une incurie dramatique dans laquelle ils sont et une perte de tout repère dans l'espace et dans le temps. Donc on a même émis l'hypothèse d'une forclusion anale que de Clercq distingue de la forclusion de l'angoisse de castration pour dire quelque part qu'on est peut-être dans quelque chose de psychotique mais qui n'est pas psychotique. On y reviendra après. On a aussi trouvé, qui n'est pas psychotique parce que les sans domicile fixe que j'ai vus, on en a vu beaucoup, la pathologie mentale qu'on a recherchée, parce qu'on met aussi à leur disposition la possibilité de voir un médecin, on les voit, on leur donne la possibilité d'être entendus et d'essayer de voir s'il n'y a pas une pathologie mentale. La plupart d'entre eux, ils sont pas délirants, hein, ils sont désocialisés, oui, ils sont mal, et encore dans leur peau, on n'a même pas l'impression qu'ils sont mal dans leur peau, mais on n'a pas de pathologie propre. Hein. J'ai essayé de trouver, moi, des syndromes dépressifs francs, des délirants. Non, je vous assure que toutes ces personnes qu'on a vues, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Alors, c'est pour ça que parler de pathologie mentale chez eux, ce n'est pas le problème. C'est pour ça que j'ai émis l'hypothèse qu'il y a certainement une autre pathologie qu'on ne connaît peut-être pas encore, qu'on n'a pas encore osé, sur laquelle on n'a pas osé suffisamment réfléchir, mais il y a autre chose. C'est cette autre chose que j'ai voulu souligner. Alors, donc, comme hypothèse, il y a aussi, on s'est rendu compte qu'il y a de gros dysfonctionnements des relations intrafamiliales avec des traumatismes, des ruptures précoces. Donc, est-ce qu'il y a un trauma de la rupture? On peut se poser la question. En tout cas, là aussi, c'est une piste sur laquelle il est intéressant de travailler. On a d'autres auteurs aussi ont mis l'accent sur une insécurité intrapsychique précoce avec des troubles précoces de l'attachement. Donc là aussi, c'est une autre piste sur laquelle il serait intéressant de travailler. Alors voilà, donc vous voyez un petit peu, on est dans quelque chose dans lequel on n'est pas dans la pathologie mentale que l'on connaît. On est dans quelque chose qui dérange, même au niveau de la manière d'appréhender la problématique. Mais il faut se donner le temps de faire le point par rapport à ça et de voir qu'est-ce qui peut expliquer cette problématique. Alors, ensuite, on a tendance à soigner, on a tendance à essayer de trouver des solutions. Alors, c'est quoi la solution? Les solutions qu'on a trouvées, c'est quoi? C'est réinsérer, c'est le maître mot. C'est le maître mot, et ce maître mot, j'ai tenu à souligner le fait que ce réinsérer est problématique parce que les personnes qui essayent de les réinsérer, justement, et avec donc, riche des politiques qui ont fait le choix d'orienter ces personnes-là vers la réinsertion, on est toujours en échec. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On n'arrive pas à les réinsérer. Il faut se poser la question du pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les réinsérer. Pourquoi? Parce que les intervenants auprès d'eux ont tendance à s'identifier à eux et à penser comme ils pensent que eux pensent. Donc, et ce n'est pas possible. On ne pense pas de la même manière. On est dans une sorte d'identification qui est par nature projective, qui détermine ce que de Clercq disait et nommait un malentendu structurel qui est intrinsèquement fragile. On n'arrive pas parce qu'on n'arrive pas à penser les choses comme on pense qu'eux pourraient les penser. Donc qu'est-ce qui va se passer quand c'est comme ça? Il va y avoir des ruptures de liens entre intervenants et les sans domicile fixe, et ce qui peut donner son sens à cette impression qu'il y a besoin réel de cette population. On a l'impression qu'ils sont impensibles à penser correctement, justement à cause de ce que je suis en train de dire, et pour cause, et justement parce que l'objectif premier en matière de prise en charge du sans domicile fixe n'est pas leur réinsertion. Donc, alors qu'on met tout dans ce cadre-là, mais il ne faut pas chercher à les réinsérer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'objectif premier, c'est de développer et entretenir donc des schémas thérapeutiques. Il est important, un lien thérapeutique. Voilà, il faut mettre en place un lien thérapeutique, de même qu'un intérêt contenant
et indestructible. C'est ça l'objectif premier. Si on ne fait pas ça, on ne va apporter aucune aide à ces personnes-là. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra leur apporter soins physiques et psychologiques. Et l'aide psychothérapique, il faut leur apporter de l'aide psychothérapique sous forme d'échanges actifs, d'échanges empathiques avec eux. Et c'est le seul moyen de faire quoi? De remobiliser l'activité et les formations du préconscient de ces personnes à part entière, qui est marquée par tous les traumatismes de leur histoire. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra donner la possibilité au sans domicile fixe de réinvestir le goût du pouvoir des mots et de mener un travail, véritable travail sur la désubjectivation. Donc, pour synthétiser un petit peu ce que je viens de dire, on pourrait dire que les sans domicile fixe sont parmi nous, on serait tenté de dire. Ils inquiètent, ils dérangent. Tout le monde fait preuve à leur égard d'une cécité insupportable. Les sans domicile fixe font tout pour ne pas être vus. Mais ils sont ô combien visibles quand ils sont en face ou à côté de nous. Néanmoins, il est du devoir de toute société dite moderne de leur trouver des espaces, eux qui sont malades d'espace. Il faut aussi leur trouver du temps, eux qui sont malades du temps. Il faut surtout redonner chez eux toute sa place à la parole, eux qui sont malades de parole également. Il faut surtout réfléchir autrement à la problématique psychologique, eux qui ne sont même pas reconnus dans leur spécificité psychodynamique. Les spécificités, les sans domicile fixe sont bien parmi nous, et il faut bien se rendre à l'évidence. Le problème n'est pas uniquement eux, le problème est surtout nous. Le problème est surtout nous qui refusons de voir et de penser autrement cette problématique. Nous qui ne pouvons trouver un aménagement susceptible d'apporter de véritables réponses à la situation de rue que vivent les sans domicile fixe. Il faut surtout redonner chez eux toute sa place à la parole. Eux qui sont malades de parole, il faut donc réfléchir autrement, réfléchir autrement à la problématique psychologique, eux qui ne sont même pas reconnus dans leur spécificité psychodynamique. Attendez, un problème. Voilà. Donc, en conclusion, que conclure? Ce n'est qu'en tenant compte de ces éléments, me semble-t-il, que demain pourra être un demain meilleur pour eux et aussi pour nous. Et peut-être pourrions-nous ainsi enfin sortir de la cohérence dans laquelle nous sommes avec eux encore maintenant et être dans plus de cohérence dans notre approche de leurs problématiques. Je vous remercie pour votre attention. J'ai tenu les temps. Merci Hachem de ce remarquable exposé sur des sujets qu'on ne traite pas souvent et qui méritent en effet toute notre attention. En plus, Hachem l'a fait à une vitesse et une cadence que vous avez appréciée, j'en suis sûr. Et aussi une grande clarté, comme d'habitude. Vous avez peut-être des questions? Une petite réflexion. Merci beaucoup pour cette intervention qui rejoint effectivement les travaux de Claire. Mais juste moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est pareil avec les psychotiques. Il faut arrêter de vouloir les réinsérer ou de les rétablir dans je ne sais quel job de merde et qui n'est pas intéressant et de considérer ça comme un succès thérapeutique. C'est insupportable. Pour ma part, en tout cas, je trouve ça. Et par contre, évidemment, établir un lien qui dure, qui est souple, qui résiste au péril et au mauvais temps, ça oui. Mais ça m'a évoqué le travail avec les psychotiques, même si je ne confonds pas avec ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup. Oui, par rapport à l'absence du corps, moi j'avais travaillé aussi, j'avais fait une fois un rapport par rapport à ça. Nous, ce qu'on avait trouvé, c'était plutôt exactement l'inverse. Il y avait une hyper-présence du corps, d'ailleurs c'est ce que tu dis d'une certaine manière, une hyper-présence du corps, sauf que le corps n'était plus érotique du tout, plus libidinalisé. C'était un corps sensoriel. Et du coup, ça fait penser à tout à fait autre chose du point de vue de la pathologie, même s'ils n'en sont pas, c'est à l'autisme. C'est-à-dire un fonctionnement dans lequel la sensorialité prend toute la place pour remplacer, pour éviter l'érotisation du corps. Il n'y a pas d'autre, et il n'y a pas d'érotisme, pas de libidinalisation, mais il y a au contraire une espèce d'hypersensorialité envahissante. Oui,
Oui, si on part sur ce que tu dis, donc il y a effectivement absence totale de libidinisation de quoi que ce soit dans l'absolu chez eux. Alors, donc, est-ce qu'il y a une hypersensorialité? Peut-être que si on va dans ce sens, il faudrait considérer que cette hypersensorialisation, sensualisme, si tu veux, ça va tellement loin, peut-être, ça va tellement loin qu'à un moment donné, le corps n'existe plus du tout, même en tant qu'objet sensoriel. Ils ne sentent pas. J'ai vu des gens qui sont avec des plaies ouvertes, des fractures, et ils te disent non, bouf, on s'en fout. Donc la souffrance physique devient inexistante au même titre que la souffrance psychologique. C'est quelque chose qui surprend, qui interpelle. C'est là où je dis, disons, il faut, je pense, réfléchir. La psychanalyse doit apporter des hypothèses pour travailler avec eux, parce que c'est quand même, ça interpelle. C'est quand même quelque chose qui surprend. C'est comme les anorexiques qui ne sentent pas la faim. Et quand ils se mettent à sentir la faim, alors c'est le début de la fin de leur anorexie. Bon, enfin, peut-être. Oh, il ne faut pas exagérer. Je vous assure qu'il y a des exemples chez les adolescents où on arrive à des choses incroyables. Merci beaucoup. Oui, simplement pour rebondir sur ce que Madame disait, mais c'est une petite anecdote par rapport au Covid quand on parlait. Disons, moi je travaille dans un CMP à Lille. Et au moment où il y a le premier confinement, les psychiatres se sont dit, bon, tous les outils de réinsertion, on va les appeler des psychotiques, disons CATTP, hôpital de jour, etc., activités multiples, on s'était fermés. Ils attendaient une catastrophe. Et le retour, c'était que pas mal de psychotiques, disons, on dit qu'ils n'avaient jamais été mieux. Donc c'est-à-dire que la question qui se posait, ces chefs de service avec qui on faisait un groupe de parole, s'est posée comme ça, est-ce qu'on ne fait pas trop ? Disons, à un certain moment, il disait, finalement, on propose une panoplie de choses, de CATTP, des associations, etc. Et finalement, ils trouvent leurs ressources ailleurs que là où on le pense. Et disons, c'est-à-dire qu'il y a tout cet effort, disons, je disais, la réinsertion peut-être, que vous disiez justement, c'est pas peut-être le premier plan, mais est-ce que finalement, c'est pas nous qui imposons ce type de réinsertion, d'activité, de qu'est-ce qu'un psychologue devrait faire aux autres? Oui. Rapidement, après, avant de donner la parole aux collègues en haut. Donc, c'est encore une fois ce qu'on a dit ce matin, c'est l'histoire de la traduction. Je pense que d'arriver à mettre en mots ce qui se passe, aussi bien chez lui, mettre en mots que chez lui, que chez... C'est assez surprenant de voir comme on est dans une... Chez certains, on est dans une totale... ils sont avares de parole. Chez d'autres, on est surpris de voir qu'on peut discuter avec quelqu'un qui discute comme vous. Donc, mais ceci pour dire qu'il faut arriver à être dans la traduction de ce qui se fait. Je crois que c'est toute la difficulté dans laquelle on est. Et avec des gens, nous, on avait des sociologues qui travaillaient avec eux, c'est compliqué, ils n'arrivent pas à entrer à faire lien avec eux, donc ils n'arrivent pas à faire lien, mais justement c'est parce qu'au niveau des hypothèses pour penser la problématique, on n'est pas armé, et c'est tout le problème. Je pense qu'avec le psychotique, ça se rejoint, donc en ce sens ils sont imperméables, on est incapable de rentrer dans leur monde, qu'est-ce qui fait qu'à ce point on soit dans ce côté imperméable? Bon, voilà. C'est une question qu'on se pose. Oui, ce sera une phrase pour dire que votre exposé, je trouve que c'est un merveilleux exemple de ce qu'il en est, de la manière dont la psychanalyse ou la psychiatrie empreinte de psychanalyse peut appréhender le sujet. Je veux dire par là que ce qui ne se voit pas ou ce qu'on ne veut pas voir, il importe qu'on l'entende. Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est joliment dit et c'est peut-être un très beau mot pour conclure, peut-être.